Alors, nous allons poursuivre la réflexion avec un cas d'école, maintenant. Hop là. Un accident de parcours. Donc, avec un cas d'école, la question du changement organisationnel en cadre de changement de système d'information ou d'évolution de ce système d'information. Et donc, je remercie François Renaville de l'Université de Liège de venir nous faire part et d'avoir accepté de nous faire part de son expérience et de son point de vue sur cette question-là. François. Oui, merci Grégory. D'abord, je dois dire que c'est presque une présentation à quatre mains, puisque le titre est de Grégory lui-même. Donc moi, je n'ai fait que le contenu des slides et le sous-titre. Mais sinon, c'est lui qui a posé la première pierre pour l'édifice. Alors, je vais vous parler du projet ALMA que nous avons mis en production chez nous en février dernier. Un projet de 6 mois. Je vais aborder les aspects organisationnels que nous avons rencontrés, les éléments qu'il a fallu changer dans le cadre du travail, mais également tout le projet dans son ensemble. Alors, ma présentation, ça c'est un peu la table des matières. Je vais vous parler tout d'abord quelques slides très rapides sur les bibliothèques de l'ULG. En Belgique, on a des modes de fonctionnement radicalement différents de la France, puisque là, en plus, c'est propre d'une UNIF, d'une BU à une autre, ça fonctionne encore différemment. Ah, je dois parler dans le micro. Tout ce que j'aime. L'accent liégeois n'est pas trop fort dans le micro, vous survivrez. Je vais faire de mon mieux alors pour limiter l'accent. C'est pas ce qu'il y a de plus beau comme accent, mais enfin bon, on fait avec ce qu'on a. C'est super. Ensuite, je parlerai globalement de ALMA à l'ULG, pourquoi on a choisi cette URM-là. Ensuite, le comité de pilotage, les groupes de travail, la communication qui a tourné tout autour de cela entre les project teams, celles d'Aix-Libris et celles de Liège, les communications entre les groupes de travail et les communications également internes vers les collègues moins directement impliqués dans le projet. Je m'étendrai également sur le planning de déploiement, l'après-déploiement et les premiers constats par les collègues. C'est tout frais, évidemment, on est à peine 4 mois après la mise en prod, c'est un peu tôt pour tirer des bilans, même si on a fait une petite enquête très rapidement. Et enfin, quelques conclusions. Les bibliothèques de l'ULG, elles ont presque 200 ans, enfin l'université a presque 200 ans. On a 5 bibliothèques principales, sciences humaines, sciences sociales, une bibliothèque des sciences agronomiques, une bibliothèque des sciences et techniques et une bibliothèque des sciences de la vie. 5 bibliothèques, mais 17 implantations et un grand magasin à livres situé à un endroit particulier d'un des campus, puisque les campus, les bibliothèques de l'ULG sont réparties sur 4 campus, 2 à Liège, au centre-ville et au Sartillement, qui est le campus principal. Une implantation également à Gembloux, c'est la bibliothèque des sciences agronomiques, qui se trouve à plus ou moins 80 km de Liège, et enfin une toute petite implantation à Arlon, dans le sud du pays, une implantation de la bibliothèque des sciences et techniques. En termes de collection, monographie papier, plus ou moins 2 millions. Une bonne partie ne sont pas encore dans le SIGB. L'informatisation a commencé chez nous dans les années 60, mais vraiment commencé pour certaines implantations, et certaines implantations n'ont commencé l'informatisation que dans les années 90, même fin des années 90 pour certaines. Donc, pour certains, ça a commencé vraiment extrêmement tard. Collection électronique, on met en évidence dans le catalogue à la fois évidemment tout ce à quoi on souscrit en termes d'e-books et de périodiques électroniques, mais également tout ce qui est ressources gratuites ou en open access scientifique. En termes de personnel, la majeure partie de notre personnel, ce sont des Bac+3, avec une formation de bibliothécaire documentaliste. On a aussi une bonne partie de niveau A, niveau 1, donc ça, ce sont des universitaires qui sont Bac+5 ou Bac+8, ils sont soit attachés, donc de statut administratif, soit de statut scientifique. On a des scientifiques définitifs et des scientifiques temporaires. C'est très différent de chez vous. Il y a pas forcément, enfin, il y a des formations en infodoc chez nous, mais pour travailler dans une bibliothèque, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une formation en infodoc quand on est au niveau A, niveau 1. Et donc, on a là dans les collègues, qu'ils soient définitifs ou temporaires, toute une série de personnes qui ont fait un master en géologie ou en biologie ou en sciences vétérinaires, en histoire, en lettres, et qui après se retrouvent dans une bibliothèque avec un doctorat fini ou en cours d'écriture. Des informaticiens, des comptables, des secrétaires et également du personnel des salles ou des ouvriers qui travaillent au magasin à livres, qu'on appelle chez nous les magasiniers. Donc un magasinier en Belgique, c'est très différent de ce qu'on entend en France.
Si on va maintenant sur vraiment la partie plus SIGB, plus ALMA et l'histoire de nos systèmes, au tout début, on a commencé les années 60, je n'ai même pas repris là, le nom du système qu'on avait employé à l'époque avec les cartes perforées, parce que j'aurais dû faire des recherches qui, je pense, m'auraient pris trop de temps. Je me suis donc limité à 1980, avec un premier petit logiciel développé à la maison, Stimuli Stipuli. Stimuli pour les monographies, Stipuli pour les périodiques. C'était purement l'interface d'encodage. Je ne sais plus ce qu'il y a derrière l'acronyme, je pourrais rechercher aussi, mais c'est sympa comme acronyme. Et par contre, l'interface de recherche, c'était avec une solution IBM. En 89, on est passé à Liber, qui a, au fur et à mesure du temps, est passé à la version Liber Media. Et en 2006, on est passé à Aleph, où on a utilisé les modules de catalogue, de circulation et d'acquisition périodique. Par contre, ce dernier module était partiellement employé. Tout n'était pas fait au niveau des acquisitions périodiques dans le module, donc il était sous-exploité à notre niveau. On n'a pas du tout travaillé avec un module PEB d'Aleph. Et on a également pris le résolveur de lien SFX. En 2010, on a commencé nos projets des RFID. C'est relativement tard sans doute, mais enfin, ils sont toujours en cours de déploiement dans toute une série dans différentes implantations. 2013, encore un nouveau grand changement après le changement de 2006. Là, c'est le front-end qu'on a vraiment changé en passant à la solution Discovery Primo, qui était en 4.1 à l'époque, qui est sur un serveur local de l'institution, couplé avec l'index unique Primo Central. Et en plus de ça, on a mis en place une application locale pour la gestion intégrée du PEB, qu'on a appelé My Delivery. Et 2 ans plus tard, alors qu'on avait changé l'interface utilisateur de façon radicale en 2013, on est passé à Alma en février, et avec un nouveau Primo, puisque, je vais l'expliquer tout à l'heure, la mise en place d'Alma implique la mise en place également d'un nouveau Primo. On ne peut pas travailler avec son Primo déjà actif, il faut travailler avec un deuxième, qui lui n'est plus en local, étant hébergé dans le cloud Exlibris aussi, exactement comme Alma. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu passer à un URM? J'ai envie de dire que quand on est passé à Aleph en 2006, on était entré, ça a beau être en 2006, on avait l'impression d'entrer dans le XXe siècle, pas dans le XXIe, puisqu'on était tellement en retard avec la façon dont on avait configuré Libermedia, qui était vraiment devenue tout à fait insatisfaisante à notre égard, qu'on n'avait pas vraiment on avait fait un bond en avant en passant à Aleph, mais on avait simplement rattrapé un retard gigantesque. On ne peut pas dire qu'on avait fait preuve de grande innovation. Mais par contre, on commençait à voir aussi les limites d'un outil comme Aleph, qui n'est pas jeune, qui accuse un certain historique avec des nouvelles composantes qui sont développées, mais qui sont plutôt des couches de millefeuilles qui se superposent, des configurations qui sont parfois différentes d'une table à l'autre. On voit que c'est des équipes ou des philosophies différentes qui ont construit les tables. On commençait à en avoir fait un peu le tour de ce qu'on pouvait en faire et on voulait aller un peu de l'avant, aller vers quelque chose qui permettait une gestion unifiée de nos ressources, papier, électronique et éventuellement digital. Ça, c'était toujours en suspens. Et enfin, disposer d'un ERM, parce que jusqu'à présent, on n'avait jamais travaillé avec un ERM, si ce n'est le fameux ERM Excel que certains connaissent peut-être beaucoup, qui est très répandu, mais qui a quand même certaines limites. On voulait aussi aller beaucoup plus loin dans les statistiques et ce qu'on pouvait tirer de nos statistiques d'usage, de download, de prêt, etc., pour mieux orienter les collections. Et là, c'est vrai qu'en travaillant avec SFX d'un côté, de ne pas avoir de RM, en ayant Aleph avec ARC qui permettait une gestion des statistiques d'ARC, ça nous faisait toute une série chaque fois de fichiers parallèles à mouliner, à intégrer. Ce n'était pas l'idéal. On voulait également en profiter pour modifier nos workflows et nos procédures de travail, puisque même si on avait changé de SIGB, par contre, on était relativement resté calqué sur des procédures de travail habituelles. Or, ce n'est pas à vous que je le dirai, dans notre métier, les choses ont beaucoup changé ces derniers temps et vont sans doute aller vers encore plus de changements à l'avenir. Et on voulait vraiment un peu forcer le destin, forcer l'avenir, forcer les collègues aussi à revoir peut-être leur façon de travailler et à remettre en question ce qu'ils faisaient. Ce qu'on entend souvent chez nous, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, c'est on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'il faudrait changer? Voilà, si ça vous parle, ça peut vous dire que c'est un peu la même chose chez nous. Et puis on voulait aller plus loin dans des interfaçages avec des bases de données institutionnelles pour une synchronisation améliorée. On l'avait déjà un peu avec Aleph, mais on voulait aller plus loin, notamment avec l'interface financière, donc le système SAP chez nous, qu'on avait essayé de mettre en place en 2007, mais à laquelle on avait dû renoncer pour des raisons d'ordre financier. Interne à l'institution. Et enfin, travailler avec un service
dans le cloud pour se débarrasser de toute une série de problèmes de maintenance, d'update, de mise à jour, de backup, etc. Mais bon, ça, c'était des éléments qui permettaient l'objectif final, à moyen ou à court terme, c'était essayer de gagner du temps dans des workflows, revoir des workflows de travail pour automatiser le plus qu'on pouvait et limiter des opérations manuelles ou parfois simplement des impressions de papier. Lorsqu'on a fait un petit peu le bilan de certains workflows, il s'est avéré que certaines bibliothèques, dans le cas d'acquisition par exemple, avaient la gestion des acquisitions en plus dans Aleph, mais dans une base de données complémentaire. Ils imprimaient tous leurs bons de commande en 2 exemplaires, dans 2 classeurs différents. Vous voyez un peu la quantité de travail que cela pouvait engendrer. Donc l'objectif final, c'était quand même de changer les workflows pour essayer de regagner du temps de travail du côté des agents pour le remettre à disposition du personnel, enfin de la communauté scientifique, de la communauté universitaire au niveau du front-end. Donc vraiment réorienter du temps de travail vers les usagers finaux, dans le cadre de formation, de l'aide à l'écriture, de l'aide à la publication scientifique, utilisation de bases de données, de solutions comme EndNote, RefWorks, Mendeley, etc. Les sensibilisations au plagiat aussi, sur lesquelles on essaie de travailler de plus en plus pour les étudiants de licence et de master, les opérations bibliométriques, l'open access, etc., etc. Donc ça prend du temps et c'est un peu plus valorisant peut-être que de faire du point espace-tiré. Alors, quel URM? Notre choix s'est porté sur le SGB Alma. On avait déjà une bonne relation avec la société Exlibris depuis 2006. Et je ne peux pas dire que c'est tout naturellement qu'on a été vers eux, ce n'est pas du tout ça, parce qu'on avait suivi quand même l'évolution du dossier pendant tout un temps, mais c'est sur eux que le choix s'est porté, le choix des bibliothèques s'est porté. Sauf que si un URM, c'est pour la Unified Resource Management, dans notre cas, on était intéressé par une gestion du papier et de l'électronique intégrée, mais pas du tout du digital. Donc on n'a pas de solution digitool ou quoi qu'on voulait intégrer dans Alma. On a une application pour tout ce qui est documents numérisés, mais ça reste hors Alma. Donc on a Alma pour le papier et Alma E. C'est comme ça que c'est libellé, Alma P, Alma I, hein, pour l'électronique. Et on ne voulait pas tout mettre en production non plus au niveau d'Alma pour commencer. Il y avait la composante PEB. On s'est dit, c'est quand même dommage, on a travaillé beaucoup sur une application locale qu'on a mis en production en février 2013. Elle fonctionne super bien, elle est faite sur mesure pour nous parce qu'on a tout fait pour qu'elle corresponde à nos besoins, très performante. Et ça nous semblait un peu tôt de changer déjà pour début 2015. Donc on s'est dit, peut-être pour la composante PEB, on attendra un peu plus tard et on va continuer à travailler avec cette application maison. Ça, c'est ce qu'on souhaitait. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il a fallu revoir un peu nos projets. Je vais vous détailler plus tard pourquoi il a fallu, enfin juste maintenant, pourquoi il a fallu revoir nos projets. Puisque Alma et Primo, je ne dis pas que Primo est la seule solution Discovery à aller avec Alma, je n'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, nous, comme on avait Primo, on continuait évidemment avec un Primo pour assurer une interopérabilité maximale entre les deux produits de la même société. En passant à Alma, on ne peut pas travailler avec le même Primo avec lequel on a maintenant. Il faut un nouveau Primo en parallèle qu'on va interfacer, qu'on va mettre en liaison avec Alma. Et sur un autre serveur, pas une instance propre sur le serveur dédié déjà du Primo local, il faut un autre serveur. Donc à côté de Alma Primo qu'on utilisait, Aleph Primo qu'on utilisait sur 2 serveurs institutionnels, on allait avoir un Alma dans le cloud et un Primo local sur un nouveau serveur institutionnel. Ce qui voulait dire que sur ce nouveau Primo, on devait refaire tout le paramétrage qu'on avait fait avant au niveau d'Aleph Primo, SFX Primo, pour le faire côté Alma Primo. Évidemment, Aleph et SFX ne travaillent pas de la même façon qu'Alma, donc il y a une composante de paramétrage qu'on pouvait peut-être garder, mais une autre qu'il fallait revoir à partir de rien, pour certaines parts. En plus de cela, comme Alma nous amenait de nouvelles fonctionnalités et que ça pouvait avoir un impact côté Primo, il fallait en tenir compte aussi. Et donc, c'est quelque chose que nous, on nous avait dit quelques mois avant de commencer le projet, en parlant avec des bibliothèques qui étaient déjà passées à Alma en Europe ou dans le monde. Le projet Alma, c'est bien, c'est lourd, c'est intéressant, mais il ne faut pas oublier qu'à côté du projet Alma, il y a un projet Primo. Et ça, Exlibris le dit aussi très bien lorsqu'on commence le projet, il ne faut jamais négliger la composante Primo. Même si on maîtrise Primo, parce qu'on l'a déjà, il faut l'intégrer dans le calendrier.
il faut le coincer, il faut trouver des plages pour travailler dessus. Et malheureusement, les personnes qui sont impliquées dans ALMA, c'est souvent dans le SIGB, c'est souvent les mêmes qui sont impliquées dans la solution Discovery. Donc, les journées n'ayant que 24 heures, et comme on n'a pas vraiment de grands dons d'ubiquité, il fallait parfois avoir les hémisphères de cerveau qui travaillaient sur les deux parties conjointement. Et donc, comme on allait travailler avec un nouveau Primo, il nous fallait également prendre en compte différents aspects. On a ces nouvelles fonctionnalités propres à ALMA qui ont un impact sur Primo. Il fallait voir un peu dans quelle mesure elles pouvaient être déployées au mieux sur Primo en termes de timing. Est-ce qu'on les met en place dès le lancement d'ALMA ou bien est-ce qu'on doit attendre? S'il y a un service qui fonctionnait sur Primo local avec Aleph et qu'en travaillant sur ALMA, le service fonctionne différemment, est-ce que ça a un impact final sur les usagers, oui ou non? Est-ce qu'il faut anticiper des problèmes éventuels? Parce que nous, le gros boulot qu'on voulait, c'était au niveau du back-end, au niveau d'ALMA. L'objectif final, c'est que les usagers finaux ne voient aucun changement, sauf les plus-values apportées par ALMA. Donc ça ne pouvait être qu'un plus, pas d'impact négatif. Ils avaient déjà eu un gros changement en 2013 lorsqu'on était passé de l'OPAC Aleph à la solution Discovery Primo. Ce n'était pas pour refaire encore une révolution dans l'interface utilisateur. Donc ça devait être la même chose en mieux. Impact minimal. On a dû mettre à jour nos notes de formation Primo à destination des collègues et organiser également des petites formations à l'attention des collègues pour leur dire attention, ceci ça change, il y a ça en plus, il y a ça qui marche comme ça, etc. Donc ça, il fallait le planifier, il fallait en tenir compte aussi. Et à côté du contenu ALMA, papier ou électronique, on avait d'autres contenus qu'on devait intégrer dans Primo. Il y a le dépôt institutionnel Orbi qui contient les publications de l'institution, qu'on avait déjà dans le Primo qui travaillait avec Aleph. On avait Matteo qui est un portail de TFE de mémoire qu'on a lancé en décembre 2014, pas 2024. Je ne l'avais pas vu, désolé. Donc on l'a bien lancé et on devait l'intégrer aussi le plus tôt possible. Et enfin de Noom qui est notre entrepôt numérique, le dépôt d'objets numérisés, qu'on a lancé lui en février 2015 et qui est en cours d'intégration pour le moment dans le nouveau Primo. Donc ça aussi, on devait trouver du temps et de la disponibilité pour les mettre. Les grandes étapes pour chez nous à l'USG du projet ALMA, là je vais synthétiser tout ça en 2 dias seulement. On s'est intéressé à l'URM d'Exlibris dès septembre 2009 lors d'un congrès à Helsinki où il a été présenté en mode un peu bêta où les premières versions en ligne ont été montrées. Et depuis lors, on a assuré une veille à la fois sur ce SGB-là, mais également sur d'autres qui sont apparus sur le marché, ou dont on parlait beaucoup plus, dont on parlait également. Pardon. En août 2013, on a commencé avec Exlibris des négociations pour passer à ALMA, pour passer d'Aleph à ALMA, enfin Aleph SFX vers ALMA. En décembre, on est arrivé à un accord avec la société. Et en janvier 2014, on a fait passer un dossier au niveau de l'institution qui a été approuvé par soit le bureau exécutif, soit le conseil d'administration avec l'aval des autorités de tutelle. En mars 2014, on a reçu de la part du prestataire de service une espèce de welcome pack avec quelques documents PDF, des infos diverses. En fait, tous les documents, ce n'est pas énormément en quantité, mais c'est des informations bien utiles pour mieux comprendre comment fonctionne ALMA avant d'entamer vraiment le projet et anticiper éventuellement quelques changements organisationnels, des opérations sur les données, en termes de nettoyage, vraiment voir un peu comment ça se passe. Parce qu'à ce moment-là, quand on l'a reçu, on n'avait évidemment pas d'accès à ALMA, on n'avait pas encore l'intérieur de la bête, si je puis dire, sous les yeux, on n'avait pas fait de test, on n'avait rien du tout. Et donc ça, c'est les premiers pas pour comprendre un peu mieux comment le système fonctionne. C'est très pratique et ça aide à cogiter et à penser un peu ce qu'il faut changer dans l'institution avant vraiment que le projet ne change. En avril 2014, on est allé rendre visite à University of East London, qui était la première université à passer ALMA en Europe en 2012, pour voir un peu quelle était leur expérience, leur vécu, comment ils ressentaient, comment ils avaient vécu la migration, comment ils vivaient maintenant avec ALMA. En mai 2014, le comité de direction de nos bibliothèques a validé la composition du comité de pilotage de la Project Team pour ALMA. On a lancé un appel aux volontaires dans tout le réseau des bibliothèques. On est plus ou moins 115 personnes. Je vous ai montré tout à l'heure le pourcentage, mais en tout, on est plus ou moins 115, mais ce n'est pas 115 équivalents temps plein, je vous le dis tout de suite. Et enfin, on a constitué donc, ces groupes de travail, cette task force, dont on a fait valider la composition également par le comité de direction.
En juin 2014, on a convié tous les volontaires qui avaient manifesté leur intérêt pour travailler sur le projet ALMA à une grande réunion de mise au point où on a fixé les balises. Fin août, le 27 août exactement 2014, là on a eu aussi une réunion kick-off, mais c'était avec Exlibris, entre les deux project teams, la project team Exlibris et la project team de l'ULG, et c'est cette réunion de kick-off qui marque le début effectif du projet. Projet qui dure 6 mois, puisque la mise en production a été fixée au 19 février 2015. Cette mise en production fixée au 19 février, on la connaissait même avant la date de réunion de kick-off. Elle a été proposée par Exlibris peut-être même en avril ou en mai 2014. C'est important, cette date. C'est important parce que nous, de nos expériences antérieures, Aleph et Primo, on n'est jamais passé en production au moment où on l'avait pensé. On avait toujours eu du retard. Ici, le retard, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter parce que tout tourne autour, enfin dans un projet comme celui-là, tout tourne autour des périodes de migration des données. On a 2 périodes de migration. Une pour les tests, octobre-novembre dans notre cas, et une, la finale. Qui gère les migrations côté Exlibris? C'est l'équipe de migration israélienne. Elle ne fait que ça. Elle fait de la migration pour tous les clients. Et vous êtes... Bon, elle s'occupe de vous, mais si vous ratez un peu votre tour, si vous dites « Ah, le 19, on ne sera pas prêt, il faudrait une semaine plus tard », eux, ils ne sont pas disponibles. Parce qu'ils ont d'autres clients avec lesquels travailler. Et leur planning est prévu. Donc ça, c'est moi, pendant 6 mois, je connaissais une date, c'était 19 février. Et donc, ils nous ont dit, vous pouvez reporter le projet, mais ce ne sera pas d'1 mois. Dans ce cas-là, ce sera 6 mois, peut-être 8 mois, parce qu'il faut nous remettre plus tard dans la file. Donc ça, c'est quelque chose, 6 mois, c'est 6 mois, pas plus. Et par contre, dans notre cas, c'était même moins, parce que si on a notre kick-off le 27 août et qu'une mise en production le 19 février, ça fait presque 6 mois moins 1 semaine. On retire de cela en plus 2 semaines à Noël, où je peux vous dire, on n'a rien fait, on s'est un peu reposé quand même. Ce qui fait qu'on a fait le passage en 5 mois et demi, 5 petits mois et demi. Personne n'est mort, personne n'a été carbonisé, mais ça a été un peu fatigant quand même. Et donc, pendant ces 6 mois-là, au niveau d'Alma, il faut le découvrir. Il faut se former, et il faut également former les collègues. On assiste à des workshops, des sessions données par Exlibris sur site. On fait des tests et des analyses des données. On configure l'outil. On gère les intégrations avec des applications tierces. Et côté Primo, pareil, configuration, intégration, test et analyse. Donc tout ça à faire dans les 6 mois. Maintenant, en ce qui concerne les project teams. On a Project Team, le comité de pilotage, sa mission, piloter le projet pour l'ULG, avec des réunions hebdomadaires. Donc tous les jeudis matins, les membres de la Project Team se voyaient. Systématiquement, on faisait le point, ça durait 1 heure, ça durait 3 heures, ça durait peut-être toute la journée. Dans certains cas, si ça avait été des très grosses réunions, on n'en a pas eu beaucoup, mais c'était utile. C'était là qu'on remettait tout à plat et qu'on prenait parfois certaines décisions stratégiques, évidemment. La composition de la Project Team, un chef de projet, et un expert fonctionnel par groupe de travail. Ces groupes de travail, on en avait 4. C'est pas écrit grand, j'espère que vous savez lire. Acquisition, e-resource, fulfillment et resource management. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Ces groupes de travail, on les a fixés non pas comme ça parce qu'on avait envie, c'est sur base des conseils de la documentation fournie par Exlibris dans le Welcome Package, Welcome Pack. Acquisition, je crois que c'est parlant pour tout le monde. Ressources électroniques aussi. Resource management, en fait, c'est tout ce qui concerne la gestion des données, des métadonnées. Donc, en gros, c'est le catalogage, mais de façon terminologie Exlibris dans le cadre d'Alma. Fulfillment, si je devais le réduire à quelque chose qu'on connaît bien, c'est les aspects de circulation. En fait, fulfillment, fulfillment en anglais, c'est la satisfaction, l'épanouissement, ce genre de choses-là. Donc, c'est un terme un peu bizarre. Quand on traduit, je peux vous dire que pour les anglophones aussi, c'est un terme bizarre parce que fulfillment n'existe pas dans le métier pour désigner ce qu'il désigne. Donc même eux, ça leur paraissait un peu incongru comme formulation. Fulfillment, donc c'est le prêt, c'est le retour de prêt. Ce sont les demandes, les commandes d'items qui sont peut-être au magasin distant ou dans une autre bibliothèque qu'on veut faire venir dans sa bibliothèque de retrait. Ce sont les réservations planifiées pendant 1 heure, pendant 2 heures. C'est les demandes de digitalisation de documents, c'est les demandes web, etc. Donc c'est tout ce qui amène à la satisfaction du client par rapport à ses demandes, par rapport à ce qu'il veut obtenir. Donc d'où le terme épanouissement pour l'usager. Et dans la Project Team, on avait également le directeur général des bibliothèques. Ça, c'est super important.
Donc on avait le big boss des bibliothèques avec nous, puisque ça permettait comme ça à la Project Team d'avancer beaucoup plus vite et d'éviter de prendre des décisions ou d'aller dans des orientations qui après auraient peut-être été difficilement acceptées ou critiquées par le directeur général parce que ça n'entrait pas dans la philosophie, de la façon, enfin, en tout cas ça ne rentrait pas à sa façon de voir les choses. Et donc comme ça le ton était donné et on savait tout de suite que ça pouvait être bon et que ça pouvait tenir la route pour l'avenir. Je ne dis pas que tout marchait nécessairement, mais en tout cas c'était OK. Un élément que j'ai oublié de préciser, que j'ai souligné dans mon slide, pour les experts, les responsables des groupes de travail, j'ai mis établi ou en devenir. On a dû prendre chaque fois un responsable d'un groupe de travail. Dans certains cas, il n'y avait aucun souci pour choisir un responsable. Dans le cas de ressources management et ressources, on avait sur place déjà des personnes compétentes pour la gestion des données électroniques. C'était une administratrice SFX, Myriam. On avait Laurence pour tout ce qui était ressources management, c'est Madame Métadonnées, Madame Catalo. Donc là, pas de souci, on savait qu'ils avaient la compétence pour. Par contre, on n'avait personne vraiment qui pilotait un espèce de service central pour les acquisitions, ni pour le fulfillment ou le service aux usagers. Donc il a fallu prendre des personnes qui n'avaient pas un profil de compétences là-dedans. Et on a pris, par exemple, dans le cas du fulfillment, la collègue Muriel, qui est directrice d'une des 5 bibliothèques. Et ça, c'était très chouette de prendre une directrice également intégrée dans la Project Team. Ce n'était pas facile pour elle parce qu'elle devait ménager ses fonctions de directrice et son travail en tant que responsable du groupe fulfillment. Mais ça permettait comme ça de faire peut-être passer des changements organisationnels, des changements en termes de règles de circulation, de prêts, de demandes, de commandes, etc., beaucoup plus facilement, puisqu'on avait dans l'équipe de projet, dans le comité de pilotage, une des directrices aussi des bibliothèques. Et donc on avait 2 directeurs, le directeur général et la directrice d'une des bibliothèques qui gère un grand nombre de prêts. Au total, la Project Team, 5 personnes, et non 6, parce que j'occupais à la fois, j'avais à la fois la casquette de chef de projet et de responsable des acquisitions. Ce qui est très pratique pour éviter d'avoir trop de monde dans la Project Team, d'avoir une double casquette, mais qui est extrêmement lourd à porter, puisqu'il faut être en mesure d'assurer les 2 fonctions en parallèle, et par moments, c'était très dur, et c'est vrai qu'il y a certains éléments qui ont dû être reportés, parce qu'il n'y avait pas le temps de tout faire avec l'espace imparti. Dans la Project Team, on avait en plus une personne pour le secrétariat, et on avait également dit, enfin c'était une décision du comité de direction, et elle est très bonne, qu'à chaque réunion de Project Team, tout directeur qui souhaitait venir y assister pour éventuellement poser des questions ou suivre le dossier, il était le bienvenu. À chaque fois, l'invitation, il ne recevait pas une invitation parce que les réunions étaient fixées, mais l'invitation était permanente durant toute la totalité du projet. Je ne pense pas qu'il n'y en ait jamais un seul qui soit venu, mais en tout cas, l'invitation était là. Ce n'est pas enregistré, ça. Mais ça, c'était la Project Team version 1, parce qu'elle n'a jamais fonctionné. Avant même le lancement du projet, on a dû l'adapter. Donc, on a une V2. Et pourquoi est-ce qu'on a dû faire une V2? Parce qu'au début, on était parti sur un nouveau Primo, mais en local aussi, hébergé à l'ULG. Et puis, Exlibris nous a invités plutôt à revoir cette position et à peut-être passer Primo dans le cloud, exactement comme Alma, ce qui nous permettait comme ça une interopérabilité vraiment maximale, puisqu'on n'avait plus à gérer non plus les mises à jour Primo, elles venaient presque toutes seules par magie, alors que si on a Primo en local, on a parfois tendance à reporter les mises à jour et ne pas assurer assez vite cette opération-là, qui n'est pas bénigne non plus. Malheureusement, bon, ça a un surcoût financier, ce n'était pas prévu au programme, donc il a fallu voir avec eux. Et en plus de cela, si on travaillait avec un Primo dans le cloud, on n'avait plus accès en shell à Primo. Il y a des choses qu'on ne pouvait plus faire dessus, notamment l'intégration de Primo avec notre application PEB qu'on venait de développer. Et bon, on a pesé le pour et le contre, et pour finir, on s'est dit, ben, on va quand même passer dans le cloud, on va faire une croix sur l'application PEB qu'on avait développée, et on a mis en place une nouvelle task force, un groupe de travail complémentaire pour le PEB. Et ça a été décidé à l'été 2014, donc un peu avant le kick-off meeting. Et on a mis un nouveau groupe pour le PIB, où là aussi, il a fallu trouver un responsable de groupe de travail. Et là non plus, on n'avait personne. Donc on a dû chercher quelqu'un qui n'avait pas l'étiquette, pas la compétence là-dedans, Fabienne, qui a relevé le défi et qui n'avait, alors qu'elle n'avait jamais fait de PEB, jamais creusé non plus cette composante PEB.
a accepté de relever le défi, et s'il est bien investi, il faut dire ce qu'il y a. Donc la Project Team, pour finir, 6 personnes, et c'est avec celle-là qu'on a travaillé pendant 6 mois. Donc une Project Team, 5 groupes de travail, 5 task force qui tournent autour, avec chaque fois le responsable du groupe de travail qui fait partie de la Project Team, et également l'équipe Primo, qui est intimement liée à la Project Team. Dans l'équipe Primo, on avait des personnes qui sont actives sur Primo, qui étaient déjà dans la Project Team. Donc, en termes de communication, ça passait très bien. Mais il fallait également collaborer avec d'autres. Les informaticiens des bibliothèques, on a 4 informaticiens qui ont travaillé sur certains aspects. Ils n'ont pas tous travaillé là-dessus, mais en tout cas, il a fallu travailler avec eux. Donc, on communiquait au niveau Alma et au niveau Primo, et également avec des services de l'institution, donc l'administration des ressources financières pour l'interfaçage avec SAP, et la DSI, pour tout ce qui était authentification, chibolette, etc. Donc après la constitution de la Project Team, il a fallu constituer les groupes de travail. On a fait un appel aux volontaires pour constituer des groupes de travail de 4-5 personnes. Qu'est-ce qu'on a mis dans le profil souhaité? On demandait aux collègues de s'investir vraiment concrètement dans le projet, de mouiller leur chemise. On leur demandait d'avoir des connaissances suffisantes dans les thématiques dans lesquelles ils allaient s'investir, pas vouloir travailler dans la task force e-ressources si on n'a jamais fait de la gestion des ressources électroniques, par exemple. On leur demandait un bon niveau d'anglais, au moins à la lecture et aussi à la compréhension orale, parce que Alma, à l'époque, était tout en anglais. La documentation PDF était est toujours en anglais. L'aide en ligne est super bien faite, mais elle est en anglais. Tout est en anglais. D'ailleurs, dans le cadre du projet, on a beaucoup parlé anglais avec la Project Team Ex Libris aussi. Et puis une capacité de travail avec le responsable de la task force et les autres membres. En d'autres termes, bien s'entendre avec les autres. Alors, de toute façon un peu moins politiquement correcte, travailler avec des gens qu'on apprécie et avec qui on peut travailler. Et dans les critères aussi, mais ce n'était pas annoncé tel quel, mais c'est quelque chose qui a été surveillé par la Project Team, s'assurer, si possible, de travailler avec des collègues qui étaient en CDI, pas en CDD, pour ne pas risquer de les voir partir en plein milieu du projet. Il faut dire que chez nous, par rapport à chez vous en France, on a une stabilité dans les BU que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je crois que je peux mourir dans ma BU à la fin de ma carrière. Et ça, on a beaucoup moins de migration interne au niveau du pays que chez vous. On n'en a quasiment pas. Quasiment pas. Et évidemment, il a également été demandé au directeur de faire en sorte que les personnes qui, de leurs équipes, avaient accepté de s'engager ou s'étaient proposées à travailler dans un groupe de travail, avec l'aval du directeur, ces personnes soient déchargées d'une partie de leur travail, parce que sinon, il n'était pas possible pour elles de s'investir 1 jour, 2 jours dans Alma, et ce n'était pas possible. Et donc, leur charge de travail, ce qu'elles faisaient au quotidien, ça retombait de facto sur les autres, qui ne s'étaient pas proposés, et qui ont été de la revue pour assurer la charge de travail des collègues qui s'impliquaient dans Alma. Donc, même si on a peut-être 20-25 personnes qui ont gravité autour d'Alma Primo dans le cadre du projet, c'est quasiment tout le monde qui a été impacté. Et ça, il ne faut pas négliger, parce que ceux qui n'ont pas été vraiment impliqués dans le projet, il y avait parfois un peu d'aigreur, parce qu'ils avaient plus de tâches à accomplir, et ils voyaient peut-être moins des choses sympas, alors que leurs collègues partaient s'amuser en groupe de travail et faire des tests. Voilà. Mais bon, quand on a construit les groupes de travail, on a vraiment joué franc jeu avec les collègues. Je ne dirais pas qu'on a fait comme Churchill en disant qu'on n'avait rien d'autre à promettre que du sang, des larmes et de la sueur, mais on a bien dit aux collègues, ça c'est le directeur général qui l'avait écrit, le rôle de chacune des task force sera notamment de comprendre au mieux le fonctionnement du système, de travailler sur le suivi, la récupération des données à l'FSFX, d'analyser les choix et options de configuration possibles au niveau du système par rapport à notre contexte, de réaliser des notes de formation à l'attention des autres collègues, d'assurer des formations, et ceci ne pourra se faire qu'en plongeant littéralement dans l'importante documentation Ex Libris en anglais et en s'investissant très sérieusement dans le projet. Donc, ce n'était pas pour aller glander qu'on pouvait se proposer. Ça, c'était le message. Mais non, mais c'est important, parce que je ne dirais pas que tout le monde s'est investi à fond, mais en tout cas, il fallait que les choses soient très claires d'emblée. Ça n'allait pas être facile pendant 6 mois. Il y a donc du boulot, mais aussi de superbes opportunités de développement professionnel, et de toute façon, ces compétences seront nécessaires par la suite, car notre métier change rapidement. Donc, on travaillait le terrain depuis déjà longtemps, mais on ne travaille jamais assez. Et donc, on a eu cette réunion avec les volontaires des groupes de travail. On a cadré le projet, on a bien précisé qu'on attendait. Il y avait des attendus, des délivrables, des délais à respecter. On souhaitait que les groupes de travail puissent se préparer avant le début du projet en lisant un petit peu de documentation, réfléchissent, fassent des lectures de ce qui s'est fait, qui est déjà passé à Alma. Il y a toujours des comptes rendus qui existent,
des retours d'expérience qui sont publiés, qui sont disponibles, etc. Et puis s'assurer que tout le monde se connaisse tout le monde. Et donc cette image-là de l'aviron, c'est un peu ça qu'on voulait. Hein. Quand les collègues s'investissaient dans un groupe de travail, on voulait que tout le monde rame au même rythme et ensemble, pas laisser quelqu'un sur le côté perdu. Donc c'était plus un aviron qu'un pédalo, mais c'était important d'avoir vraiment un certain rythme de travail. Parfois, j'avais l'impression je revoyais la scène dans Ben-Hur, où il est dans les galères et il passe de la cadence d'attaque ou à la cadence de combat, à la cadence d'attaque et puis la cadence d'éperonage. C'est vrai qu'il y avait des rythmes comme ça où ça allait de plus en plus vite. Et voilà, c'était l'aviron, c'était notre Ben-Hur à nous, un peu plus light, mais bon, sur la course de char à la fin, Dieu merci. On a donné des consignes au groupe de travail. Important, et ça, il a fallu le marteler souvent parce que pour ne pas aller dans le mur, il fallait vraiment... et il fallait que les collègues en soient conscients, de ne pas chercher nécessairement à rester proche de l'actuel. Il fallait essayer d'aller vers autre chose, plus efficace en tout cas. Ne jamais oublier qu'Alma avait sa propre logique, et donc ne jamais plaquer un fonctionnement Aleph ou un fonctionnement ULG sur un fonctionnement Alma, essayer de se soumettre un peu au fonctionnement Alma. Ça a été dur à certains de l'accepter ou de l'entendre, mais moi j'en suis intimement convaincu, sinon on va dans le mur. Si on essaie de contourner ou de bidouiller autour d'Alma pour avoir quelque chose qu'on veut, pour correspondre à un mode de fonctionnement, on peut le payer très cher. Et faire preuve de créativité, quitte à revenir à des modes de fonctionnement traditionnels si on se rend compte que ça ne va pas. Donc, on avait chaque task force à son rythme de travail, ok, mais attention, il y a des délivrables. Et au niveau de l'investissement personnel, on a bien dit, c'est minimum une journée par semaine. Les décisions stratégiques sont prises en comité de pilotage et parfois, elles doivent remonter au comité de direction. Ça, c'est évident, en fonction du choix à prendre, de la décision, du changement, il y avait une espèce de pyramide. Chaque membre était égal au sein du groupe de travail, donc ce n'est pas parce qu'on était bac plus 3 et qu'on travaillait avec un docteur que le docteur avait plus à dire que l'autre ou qu'un directeur. Et confidentialité des travaux, donc tout ce qui se disait en groupe de travail, c'était de l'interne et ça n'avait pas besoin de percoler à l'extérieur, pour ne pas non plus risquer de créer des mouvements de panique, j'ai presque envie de dire, auprès des collègues qui sont moins impliqués. Donc, on avait Exlibris et l'ULG qui travaillaient, représentés chacune par une project team. Exlibris, il s'occupait de quoi? La configuration d'Alma, la migration des données, la formation sur site et en ligne, des opérations de consultance, le service cloud et l'aide aux applications tierces. Et nous, à l'ULG, on s'occupait de la fourniture des données, les décisions de configuration, la révision des workflows, les tests et encore les tests, la formation des collègues et les intégrations avec les applications tierces. Et les deux project teams étaient soutenus par le support international d'Exlibris, les responsables de développement du produit Alma et des produits Primo si besoin, par les équipes de développement également s'il y avait des questions, etc. Donc en complément, en cas de besoin, on avait un support complémentaire qui venait nous aider. Pyramide décisionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait les groupes de travail, le comité de pilotage et le comité de direction constitué donc de tous les directeurs du réseau. Plus on monte, plus il y a de la compétence décisionnelle, plus on descend, plus il y a de la compétence professionnelle. Voilà, il fallait parfois faire remonter, ce n'est pas toujours facile. Dieu merci, il y avait 3 niveaux. Tout ne devait pas passer par la project team, ni tout ne devait pas passer par le comité de direction. Il faut limiter les niveaux. Plus vous avez de niveaux, plus ça prend du temps et plus c'est compliqué, parce qu'il faut chaque fois expliquer au niveau au-dessus comment ça se passe, avec le risque qu'ils ne comprennent pas. D'où compétences décisionnelles en haut et compétences professionnelles en bas. Communication entre les project teams, entre Exlibris et Liège. On avait une session WebEx hebdomadaire entre chefs de projet, Exlibris et moi-même. Ça, c'était très bien. Ça permettait de faire le point, le bilan, préparer 2-3 trucs, etc. Super. Des sessions WebEx en veux-tu, en voilà, à la demande, en fonction de tout ce qu'on voulait, sur l'actualité, sur un problème à résoudre, sur un besoin d'explication, etc. Et s'il fallait également faire une session WebEx pour expliquer des éléments à des tiers, genre l'informaticien, la DSI, ou des groupes de travail, on pouvait demander, ça se planifiait. Donc ça, beaucoup de souplesse. Des mails, on ne les a pas comptés, de n'importe quel groupe de travail vers la Project Team et Exlibris, avec chaque fois copie au Project Team. Donc tout le monde était au courant au niveau de la Project Team et à toute heure. Donc, tous les jours, et je ne dirais pas toutes les heures du jour, mais en tout cas d'importants échanges également en soirée ou le week-end. Donc ça nous a amené un flux d'informations relativement soutenu pendant 6 mois. Et là, je dois quand même signaler que le prestataire a quand même très vite réagi aux mails qu'on lui envoyait.
En interne, parce que entre personnes qui sont directement impliquées, c'est très bien, elles suivent le projet, mais il a fallu beaucoup communiquer également vers ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans le projet, au moins directement. Mais on avait commencé très tôt. Il y a eu un jour un Solution Day en mai 2011 organisé à Liège par Exibris, et justement il y avait une présentation sur le concept du RM. Ça ne s'appelait pas encore ALMA à l'époque, c'était toujours un concept, et on a fait une présentation de comment ça fonctionnait. Donc ils en avaient déjà un peu entendu parler. Et puis on les a invités à suivre des webinaires d'information sur ALMA en 2013. On a annoncé que les négociations étaient au cours, qu'on avait pris la décision, on les a invités à s'investir dans un groupe de travail, on a fait notre réunion d'info avec les volontaires, et puis après, également, pendant toute la durée du projet, on a fait des réunions d'information mensuelles à l'attention de tous les collègues, vient qui veut. Les dates étaient connues depuis début septembre jusqu'au mois de mars, pour échanger, suivre l'évolution du dossier et poser des questions, se renseigner, etc. En plus, des communications régulières étaient faites par les directeurs, les deux directeurs de la Project Team, lors des comités de direction sur l'état d'avancement du projet. Des documents dans l'intranet étaient à la disposition des collègues, des annonces régulières sur le module de communication interne. Un site public avait également été mis en place pour à la fois donner de l'info aux collègues, mais pourquoi pas fournir de l'info aux autres BU qui pourraient peut-être être intéressés par la façon dont on a géré le dossier chez nous. Très difficile à faire parce ça demande du temps. Et ça, au début, ça allait, et puis à la fin, j'ai arrêté de le mettre à jour, je ne pouvais plus suivre. Et puis, évidemment, toutes les communications informelles, devant une tasse de café, dans l'ascenseur, etc., pour communiquer et dire ce qu'on pouvait faire. Donc, on a communiqué beaucoup, comme on pouvait. On a demandé aux collègues, on a fait une petite enquête interne il y a une semaine, 2 semaines, donc on a maintenant 4 mois après la mise en prod pour voir comment ils avaient trouvé la communication, s'ils avaient trouvé qu'ils avaient été suffisamment informés. Donc, on s'attendait, voilà, on a 55 répondants sur 100, 115 personnes. Hein. Il y en a quand même une immense majorité qui ont trouvé qu'ils étaient bien informés sur le projet. Ça, c'est rassurant. C'est bien. On leur a demandé aussi s'ils avaient trouvé les réunions d'information mensuelles utiles. Que ça a quand même pris du temps à organiser et à tenir. Et là, beaucoup étaient relativement d'accord. 40% étaient contents. Par contre, il y en a quand même 42 qui nous ont dit je ne sais pas, j'y ai jamais participé. Et ça, c'était quelque chose qu'on avait constaté dans nos réunions. Plus ça avançait dans le projet, moins on avait de personnes aux réunions, et à la rigueur, on trouvait plus que des membres, des project teams et des comités de pilotage dans les réunions pour apporter des choses qu'ils savaient déjà. Donc, soit on était très mauvais et ça n'intéressait personne, soit tout le monde comprenait et ça servait à rien de faire ces réunions. Je ne sais pas trop la raison du pourquoi, mais c'est vrai que plus le temps passait et moins il y avait de personnes qui venaient. En termes de planning de déploiement, ça va au niveau timing, ou je dois aller plus vite peut-être? Il reste 10 minutes. Bon, on peut déborder un petit peu? Oui. Ah oui, c'est juste. Je passe très vite. Je vais aller plus vite alors. Planning de déploiement, fin août à 19 septembre. Getting started, préparation. On définit, define, build, on construit, deploy, on met en place, on déploie, et hop, rouler jeunesse, c'est parti, on est en production. Jusqu'au 19 février, pétante. Alors, le kick-off le 27 août, la mise en prod le 19/2, nettoyage des données. Qu'est-ce qu'on a fait dans la première période? Getting started. On a revu tous nos workflows. Qu'est-ce qu'on peut voir dans les workflows pour relever force, faiblesse, etc. Qu'est-ce qu'on peut changer? Voilà. Et également préparer le terrain auprès des collègues. Tu sais, ça va changer. Parce que il fallait le dire parfois très explicitement. Bien s'imprégner de la philosophie d'Alma, parce qu'il fallait quand même comprendre un peu mieux, et ça c'est le Welcome Pack qui nous y aidait. Et enfin, voir si, sur les workflows existants, avec la révision de ceux-ci et la philosophie d'Alma, si tout cela pouvait avoir un impact sur les données. Si oui, alors il fallait les changer, nettoyer, préparer au mieux les données. Nettoyage des données dans LFSFX, je passe rapidement, je vous aurai les slides. Configuration dans la période define et formation des task force. Donc tout ça, c'est dès que le kick-off a eu lieu début septembre, on a un paquet de vidéos qu'on a pu visualiser en anglais, accessibles en façon pérenne sur le Learning Center d'Exibris, certaines quelques minutes, d'autres 1 heure. Voilà. Très soutenu pour les groupes de travail, pas facile toujours de suivre. Il y avait des généralistes, il y avait des super spécifiques, il y avait des vidéos sur les concepts clés d'Alma. Donc tout ça, c'est une série de choses qu'on retrouve également dans la documentation qu'on avait depuis le printemps, mais il faut vraiment la lire et les réentendre, les choses, pour bien comprendre.
Et en plus, des PowerPoint à disposition et la possibilité de faire des exercices dans la sandbox Alma. Donc on avait une sandbox, un environnement de test à disposition sitôt le kick-off est fini. Toutes ces vidéos-là, on les a réparties pour les task force, parce qu'on ne va pas dire à tout le monde des groupes de travail, vous devez regarder des dizaines de vidéos. On les a réparties par catégorie de groupes de travail. Voilà. Ça, c'était un truc qui n'existait pas à côté Exibris, qu'on a mis en place. Ils ont trouvé que c'était une bonne idée. On va voir s'ils le refont pour d'autres clients, je ne sais pas. On a eu aussi ce qu'ils appellent les follow-up functional calls. Donc, après chaque série de vidéos, un webinar, un WebEx d'1 heure pour lesquels on pouvait poser nos questions à l'avance et Exibris y répondait. Il nous envoyait après l'enregistrement du webinar, les réponses écrites aux questions, etc. Donc nous, ça permettait vraiment de clarifier certains points des vidéos ou de poser des questions pour en savoir plus sur chacune des thématiques. Et tout ça, c'était prévu dans le planning. Et puis des workshops sur site. Donc 2 fois 2 jours, ils sont venus pour des sessions workshop, pour reposer les questions, confronter nos données à la configuration, etc., retester des workflows. Très, très pratique. La configuration qu'on a dû faire, on partait de la logique d'Alma. Ça, c'est pas facile, hein, parce qu'on a beau essayer de s'imprégner, on ne la connaît pas encore quand on doit penser à la configuration. Donc il y a des choses, évidemment, qu'il a fallu découvrir et peut-être modifier par la suite. La configuration de base qu'on avait communiquée à Exibris, on n'a pas pu la maintenir tout le temps, elle a dû évoluer. Pour ça, ils fournissent un configuration form qui est un classeur Excel super formaté où on remplit toute une série d'informations. C'est un travail pas toujours facile, hein, parce qu'il faut savoir se projeter dans Alma. Il y a des choix d'orientation à faire. Hein. On ouvre une porte, on en ferme d'autres. Et puis le calendrier était serré parce que dans certains cas, il fallait impliquer des décisions au niveau du comité de direction. Et le comité de direction ne se réunit pas non plus tous les 2 jours par plaisir. Donc il a dû être impliqué un peu parfois, je ne dirais pas dans l'urgence, mais en tout cas, ce n'était pas toujours facile de lui expliquer certains points qui relevaient de sa compétence. Et la configuration en cours de projet se faisait par Exibris. Donc nous, en tant qu'administrateurs, on avait des droits extrêmement limités. Les droits administrateurs sur Alma sont donnés par Exibris quand les administrateurs de la BU ont passé également une certification. Donc il faut qu'on passe un examen pour qu'on ait les droits élargis en termes d'administration. Donc pendant ce temps-là, c'était eux qui géraient toute l'administration. Là, je passe rapidement comme ça. Hop. Voilà. Après, construction, formation des équipes, les tests, les intégrations avec les applications tierces et primo. Les tests, les données ont été exportées. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les données ont été migrées à la mi-octobre. Voilà, le 10, c'est octobre. À la mi-octobre, et on a eu accès à Alma début novembre. Les données migrées à mi-octobre, on y a accès le 5 novembre dans Alma, et on peut les analyser jusqu'au 17 décembre. Sur base d'un schéma de contrôle. Il n'y a qu'une seule migration de test. Donc on ne peut pas se louper. À l'EF, en 2006, on avait eu 6, nous. Hein. Mais là, on savait que... Mais bon, il n'y a pas eu de souci. On a fait remonter les problèmes. OK, ça a roulé. Et puis, sur base des données de la configuration qu'on avait demandé, il a fallu faire aussi des premiers ajustements en termes de conf. Primo, une configuration de base existante sur le nouveau Primo, mais il a fallu faire également toute une série de choses nous-mêmes, pour Alma, pour Orbi, pour Matteo. Soit on a repris de l'existant dans le cadre d'Orbi, soit on a dû créer ex nihilo pour Matteo. Bon, on a fort travaillé la CSS, parce qu'on voulait une ressemblance très forte avec le site web, et on a beaucoup travaillé aussi, enfin beaucoup, les collègues informaticiens ont travaillé sur une identification croisée avec Shibboleth et le site web des bibliothèques sous Drupal. Et puis découvert de nouvelles fonctionnalités qu'on n'avait pas mis en production avant. Les intégrations, essentielles dans le projet évidemment, ne jamais les négliger dans le timing, parce que c'est le genre de truc qui tourne autour d'Alma un peu comme Primo, hein, mais il ne faut pas perdre ça de vue, parce que ça prend du temps, ou en tout cas parfois ça ne se fait pas aussi vite que ce qu'on pense. Et donc on les a phasées, on en a dit, certaines doivent être mises en place pour la mise en prod, et d'autres pour l'après. Acquisition, qu'est-ce qu'on a mis là? Il y en a une, Fund Allocation Loader, c'est un chargement simplement des montants sur les budgets, les OTP, etc. Les fonds, c'est très simple, on a pu la mettre en place pour la mise en prod. SAP, l'interface avec SAP pour les configurations de paiement, ça, on travaille dessus maintenant, c'était reporté. La création de commandes par API, Alma passe dans SAP, SAP transmet le numéro de bon de commande à Alma qui envoie la commande au fournisseur, parce que nous, on n'est pas autorisé à envoyer des bons de commande qui n'ont pas un numéro de commande SAP. Donc là, on va commencer un peu plus tard. Et ce n'est pas opérationnel en termes d'API, mais un engagement du prestataire pour développer cela avec nous pour que ce soit opérationnel. Donc ça, c'est prévu dans le contrat.
Fulfillment, évidemment les automates de prêt, typiques, et les demandes PEB, plateforme, un interfaçage avec la plateforme belge Impala. Là, on a dû le reporter. Ressources management, oui, des recherches externes, la publication vers Primo Central, Google Scholar et les catalogues collectifs belges, bon, qui fonctionnent très différemment de la France, donc on les a reportés parce que c'est pas moins urgent. User management, par contre, ça, on ne pouvait pas les louper, il fallait que ce soit en prod tout de suite. C'est l'authentification et l'intégration des données étudiantes et du personnel dans la base des utilisateurs Alma. Formation des équipes. Le calendrier Ex Libris, il prévoit 1 mois pour former tout le monde. Donc nous, on aurait dû, en théorie, du 12 janvier au 13 février, former tous nos collègues. Alors on s'est demandé, est-ce qu'on peut former tout le monde à tout à tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on connaît même assez bien Alma de notre côté pour former tout le monde? Il fallait aussi que les collègues maîtrisent Primo. Est-ce qu'ils seraient en mesure, dans un aussi petit laps de temps, où il fallait voir autant à répondre aux questions des collègues? Est-ce qu'on ne risquait pas aussi de les épuiser, nos collègues, avec toutes ces formations pendant 1 mois? Est-ce que les groupes de travail auraient été prêts? Il ne fallait pas non plus que tout le monde veuille se former à tout, parce que ça n'a aucun intérêt dans le cadre d'un changement de mode de fonctionnement, un changement de workflow. Il ne fallait pas non plus vider les bibliothèques de leur personnel. Et puis, on avait nos campus distants. Et donc là, franchement, on avait de très gros doutes quant à cette possibilité-là. Et on a eu deux pistes de solutions qu'on a mis en place. Enfin, la première, c'est un phasage des formations. On a d'abord présenté aux collègues, déjà fin 2014, les vidéos légères de découverte pour commencer à ce que tout le monde puisse les regarder. Et on a fait des présentations générales d'Alma début janvier. Et puis, en fonction du public cible, en fonction de qui allait suivre quoi comme formation, on n'a fait que l'essentiel. On a fait vraiment que l'essentiel, donc tout ce qui est circulation, tout ce qui est demande, tout ce qui est PEB, gestion des lecteurs, catalogue à voler, maîtrise de la recherche et maîtrise de Primo. Tout le reste est venu après. Acquisition, gestion des ressources électroniques, catalogue, statistiques, tout ça, c'est venu après. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Tout ça, c'est venu après, et on a très bien survécu de ne pas faire la catalogue pendant quelques semaines. Et puis, surtout, on a mis en place les certifications. Donc, pour avoir le rôle Alma, pour avoir le droit de faire quelque chose, il fallait passer un examen interne. Ce qui a freiné pas mal de collègues. Certains n'ont pas apprécié, mais ça permettait de limiter les rôles et de s'assurer comme ça que pour avoir le droit, il fallait un peu le mériter et ces formations continuent à la clé. Et en plus de ça, le rôle, il sera pris en compte aussi dans l'évaluation professionnelle. Donc, il ne suffit pas de passer, entre guillemets, l'examen catalogue pour l'avoir à vie, mais c'est également évalué. Le travail de catalogue est évalué. Et ça, c'est pareil pour tout. Donc ça, c'est le premier schéma. Donc ça, c'est notre schéma de planning de déploiement des formations. Vous le découvrirez. Il y a des formations obligatoires, des formations avec certification et des formations découvertes légères. Et je continue. 2 semaines avant la mise en place, avant la mise en prod, cutover. Donc on a arrêté la catalogue, on a arrêté le bulletinage, la réception de tout, gel de tout, sauf la circulation. Parce que les données devaient être extraites pour intégrer Alma. Et puis, à la suite, après la mise en prod du 19, où rien n'a pété, enfin tout a été... Je ne sais pas comment on a fait, mais en tout cas c'est passé au 19 comme une lettre à la poste pour Alma. On a procédé à d'autres types d'opérations qu'on avait reportées initialement. Et on a mis en place une nouvelle task force pour les statistiques, la task force Analytics, qui s'appelle comme ça de côté Alma. Hop, je me dépêche. Au niveau de la project team, on a quitté les rythmes hebdomadaires, on est passé au mensuel. Et on fait un peu le bilan sur les premiers workflows, les premières opérations, les premiers changements qui ont déjà été effectués en termes de changement d'opération. On a plus de possibilités de fourniture de documents réservés. On a une gestion des ressources électroniques qui a été décentralisée, qui avant était gérée par 2-3 personnes autour de SFX et maintenant qui est remise dans les mains des bibliothèques. Une utilisation centralisée d'acquisition dans Alma et une centralisation des acquisitions pour surtout 2 bibliothèques, la BST et Alpha, qui avaient en fait vraiment une répartition sur toutes les importations et qui maintenant sont regroupées. Moins de catalogueurs qu'avant et une plus grande centralisation du PEP. Et puis maintenant, on travaille sur la digitalisation à la demande et les réserves de cours. On a fait une enquête interne sur l'écoute des collègues, pour voir un peu ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Ils sont parfois très durs dans leurs réponses. C'est en cours d'analyse. Conclusion, donc c'est ma dernière dia. Ça a été très très prenant comme projet, tant pour le personnel directement impliqué dans le project team et dans les task force, mais également tous ceux qui ont été impliqués par ricochet, ceux qui ne travaillent pas dedans mais qui ont assuré la charge des autres.
Et certains se demandaient dans les collègues si ce n'était pas mieux pour 6 mois. Moi, je pense que non, parce que sinon, là, tout le monde est carbonisé. Ne jamais oublier, à côté d'Alma, tout ce qui est périphérique comme Primo et les intégrations, et attention aux surcharges de travail. Là, clairement, le choix qu'on a fait d'avoir un chef de projet qui gérait aussi les acquisitions autour de la Project Team, ce n'est pas un bon choix. Voilà. Ce sera pour la prochaine fois. Et puis, voilà. Pour la suite, modification du workflow, ça s'étend encore, parce que ça doit s'étaler à moyen terme, parce qu'il faut donner du temps autant aux collègues pour digérer les premiers changements et accepter ces changements, ce qui n'est pas toujours évident. Attention aux fantasmes. Enfin, certains s'imaginaient que quand on passait à un nouvel outil, c'était magique, tout allait être rose bonbon. Mais non, ça ne passe pas, c'est pas comme ça. Et puis attention aussi aux rumeurs. On a beau avoir beaucoup communiqué vers les collègues, il y a quand même quelques rumeurs parfois qui circulent entre les collègues. Humainement, il ne faut pas oublier qu'on ne peut malheureusement pas satisfaire tout le monde. Il faut faire confiance à certains collègues jeunes ou des nouveaux entrés dans le réseau, enfin dans les bibliothèques, parce que c'est des paris. On a eu des bonnes surprises, nous, au niveau de la Project Team. Et il y a des relations, des synergies qui sont renforcées entre collègues. Et parfois, comme c'est un projet assez prenant et avec des personnes qui peuvent avoir un peu de caractère, il y a des relations qui ne se passent peut-être pas toujours très bien non plus, mais enfin, il faut vivre avec et travailler de façon professionnelle. Voilà, j'ai fini. Désolé d'avoir... Pas de problème. Merci beaucoup, François. Chers collègues, nous avons encore 10 petites minutes pour des questions. Oui. Attendez. On vous donne le micro. On a des consignes du son. Voilà. Oui, Bernard Tessier, de la bibliothèque d'Hydro de Lyon. Il n'y avait pas d'informaticien dans la Project Team, ni en interne de la bibliothèque, ni de la DSI. J'imagine que c'était un choix assumé. Oui. Est-ce que ça a posé des difficultés, notamment au moment de l'intégration avec le SI de l'établissement, que ce soit chez l'authentification ou SAP, etc. Non, parce que les informaticiens des bibliothèques, ils travaillent... leur bureau est en face du mien, à la direction générale, donc on avait beaucoup de contacts, c'est pas un problème. Je pense que mettre un informaticien à Project Team, il aurait passé beaucoup de temps à s'embêter, parce qu'il n'y a pas grand-chose en termes IT là-dedans qui le concerne vraiment. Et donc les informations dont il avait besoin, elles passaient directement par moi, ou par Exlibris, ou au niveau de la DSI chez nous. Donc c'était pas nécessaire. En tout cas, dans notre cas de figure. Une autre question ? Alors, moi j'en ai une, François. On voit bien avant, et puis tu le dis pour la suite, l'importance de travailler sur les workflows et quelque part, alors qu'on nous a appris à jamais le faire, de se conformer en quelque sorte au workflow qu'on découvre dans l'outil. Ce suivi des filières de travail, comment vous l'avez assuré en interne et comment vous revenez dessus maintenant ? Comment on l'a assuré ? C'est pas facile parce que les délais étant très courts, on essaye d'aller vers ce qui semble mieux. Et donc on a la task force qui propose un nouveau workflow, ou qui suit le workflow Alma, peut-être en s'écartant encore tout à fait de ce qu'ils connaissent. On a vu beaucoup ça au niveau des acquisitions et du fulfillment. Mais il n'y a pas trop le choix parce que... Voilà, il y a des pistes, mais il y a des chemins clairement qu'on ne peut pas prendre. Et en Project Team, si jamais il est arrivé peut-être 1 ou 2 fois sur la table qu'on veuille prendre des mauvais chemins, la Project Team a recadré en disant il ne faut pas suivre comme ça, il faut travailler différemment. Maintenant, par rapport aux collègues sur le terrain, le travail est un peu plus difficile à faire passer puisque, on l'a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'il faut changer ? Un changement de workflow, au début, ça peut être beaucoup plus lourd à digérer pour les collègues. D'abord parce qu'ils doivent découvrir le changement, mais en plus de ça, ils ne maîtrisent pas non plus entièrement bien l'outil. Et nous non plus. Nous non plus, parce que Alma, c'est un outil qui a une mise à jour tous les mois. Et donc, lorsqu'on donnait des formations aux collègues, parfois on communiquait des informations, on disait « Ah, mais ça, c'est une nouvelle fonctionnalité, mais on ne la connaît pas encore, on ne l'a pas encore explorée. » Ce qui donnait une mauvaise impression aux collègues, mais on jouait franc jeu avec eux. Il y a des choses qu'on n'avait pas encore bien analysées dans le cas des formations et qui viennent par la suite, par l'après. Et pour les workflows à venir, là, je crois qu'il faudra, après avoir donné du temps au temps,
il faudra vraiment se mettre dedans, mais de façon beaucoup plus posée. Là, on était parfois aussi dans du frontal. Hein. On avait le délai des 6 mois et voilà, on n'a pas le choix, il faut changer. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, je voulais poser une question sur les performances d'Alma, puisque comme c'est dans le cloud, ça veut dire que vous avez aujourd'hui sur une même infrastructure des centaines d'instances Alma, Primo, etc. Et je voulais savoir si les temps de réponse étaient satisfaisants dans l'utilisation de tous les modules d'Alma. Et puis par ailleurs, je voulais poser une question sur une forme de dépossession. Alors je ne sais pas si vous aviez des ingénieurs informaticiens qui travaillaient beaucoup sur Aleph ou pas, mais de fait, les droits d'administration sur Alma sont beaucoup moins importants, puisque comme on est dans une structure dans le cloud, ne sont autorisés à travailler qu'un certain nombre de personnes qui ont passé l'examen dont vous avez parlé. Et donc, je voulais savoir si ça ne vous limite pas dans tout ce qui est un peu tâche administrative ou d'administration, pour tout ce qui concerne les requêtes, les extractions de données, par exemple. Voilà. Non, parce que les administrateurs d'Aleph, il se trouve que ce sont les mêmes qu'on a maintenant sur Alma. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on pouvait faire avant directement dans les fichiers de configuration et maintenant on doit passer par l'interface d'administration d'Alma. Mais bon, là, on sait qu'on peut faire moins en termes de découverte, mais il n'y a pas vraiment de perte ni de dépossession, pas du tout. Plutôt même un soulagement pour d'autres aspects, je dirais. Et en termes de requêtes, non, pas spécialement. Il y a toute une série de choses qu'on pouvait faire qu'au niveau administration Aleph, que maintenant d'autres personnes qui n'ont pas de rôle d'administrateur peuvent faire au niveau d'Alma. Et puis il y a tout ce qui est la composante analytics qui permet de sortir toute une série de données où là non plus il n'y a pas besoin d'être administrateur. Donc à ce niveau-là, non, pas du tout. Ah oui, en ce qui concerne les performances, j'ai aucune idée du nombre d'utilisateurs qui sont sur le même environnement serveur que nous, au niveau Europe. On est sur le cloud d'Amsterdam, comme tous les Européens. On a parfois des moments où, en effet, c'est plus lent. Tiens, pour faire ça, j'ai fait OK, et ça a duré 7 secondes avant que ça ne passe. Et puis des fois où ça prend 1 seconde. C'est très difficile d'assurer un monitoring. On peut poser la question prestataire, mais alors, imagine le scénario, tu n'as pas de données, quoi. En tout cas, si ça devait se détériorer ou ne pas s'améliorer, on peut crier. Moi, je ne me prive pas de crier auprès du prestataire si jamais ça ne va pas ou si on n'est pas content. On l'a d'ailleurs fait à un moment donné par rapport à Primo, où il y a eu quelques soucis du côté Primo Cloud, justement au printemps dernier. On était une douzaine d'institutions qui le partageaient, avoir manifesté leur mécontentement, et les choses sont rentrées dans l'ordre très très vite, indépendamment de notre coup de gueule, ça je dois le dire. Enfin, on le fait s'il faut. Mais je n'ai pas à me plaindre. Autre question? Bonjour, Perrine Elie, des BU de Brest. J'ai une question. Est-ce que vous avez des soucis concernant le cryptage des données personnelles avec Primo et Alma sur les serveurs d'Amsterdam? Est-ce qu'elles transitent? Est-ce qu'elles sont cryptées ou non? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Il faudrait que je regarde. À mon avis, oui. On avait pris connaissance à l'époque de la documentation d'Exlibris relative à la sécurisation des données, mais je ne le connais plus. Je ne sais pas si le document peut être diffusé, je peux le transmettre. Vous êtes client Exlibris? En fait, on a une expérience négative à Brest avec un abonnement Primo, et les données du serveur d'Amsterdam entre Aleph et le serveur Amsterdam est transité en clair sur les réseaux. Donc, je me demandais si dans le cas d'Alma et d'un serveur en hébergé direct, les données du compte lecteur étaient... Non, je ne pense pas. J'en avais discuté avec André. Oui. C'est vrai qu'il m'a fait peur. C'est un point de vigilance à conserver. Oui, c'est juste. Une ultime question? Oui. Oui, j'avais encore une question concernant la localisation en français d'Alma. Vous étiez le premier client francophone, je crois. Est-ce que le travail était fait quand vous êtes connecté à la sandbox la première fois? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait main dans la main avec Exlibris? Voilà, comment ça s'est passé, cet aspect-là?
Donc on a eu Alma que en anglais au niveau de l'interface utilisateur. C'était clair dès le début parce que la version française est prévue pour 2015. Et c'est pas plus mal de l'avoir en anglais. Moi, j'ai bien apprécié au début. On s'est demandé si les collègues pouvaient paniquer ou ne pas comprendre. En fait, d'abord, le vocabulaire est relativement simple pour des professionnels des BU. Loan, return, PO line, c'est pas très difficile à comprendre. Vendor, c'est pas très dur. En plus de ça, toute la documentation, toute l'aide en ligne est en anglais. Et donc, c'est vrai que si tu travailles sur une interface purement française et que tu dois après chercher ton info en anglais, comment est-ce qu'on dit ça en anglais? C'est jamais la bonne traduction. Et donc, c'est beaucoup plus facile, je pense, de s'en sortir. Et quand on a interrogé au début, à la réunion avec les volontaires en juin 2014, il y avait quelques craintes. Et moi, il n'y a personne qui est revenu vers moi en se plaignant très fort que c'était un problème pour lui de travailler sur un environnement en anglais. Et quand on a eu le sondage, la majorité des collègues, il faut que je revoie les données parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'analyser, la majorité des collègues, c'était pas de problème avec une interface utilisateur en anglais. Maintenant, Exlibris a travaillé sur une traduction française, un premier jet existe, et d'ailleurs, ils nous ont demandé de travailler à une révision de la traduction. On a fini la première partie aujourd'hui, on doit envoyer le fichier de révision aujourd'hui, c'est 30 000 lignes Excel, en termes de nombre de lignes, oui, en termes de 30 000 lignes de français, et on continuera un peu en juillet, mais on ne pourra pas avoir regardé les 30 000 lignes. Mais en tout cas, si vous passez Alma, vous aurez une version française si ça vous intéresse, mais ce n'est peut-être pas l'idéal avec l'aide en ligne. Moi, je suis content de travailler sur l'anglais. Ça me parle plus. Évidemment, c'est une question d'habitude. On l'a toujours fait. Merci beaucoup, François. On va s'en tenir là pour ne pas avancer plus avant dans la pause déjeuner. Je vous donne rendez-vous, alors on va décaler peut-être un petit peu, à 14h15. À 14h15, même lieu, même endroit, nouveaux acteurs. Merci à tous.